Bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde sur les life sciences ou la capacité à utiliser les données médicales pour accélérer la recherche. Donc autour de cette table, avant de commencer le dialogue, je propose que chacun des intervenants se présente. Conrad, peut-être, hôtelier. Oui, bonjour. Je m'appelle Kounrad Batselir. Je suis Vice President à Dedalus et responsable pour les Life Sciences. Bonjour, je m'appelle Anne-Marie Mazouo. Je suis directrice du Business Development chez Obvio Health. Obvio Health, c'est une compagnie des essais cliniques décentralisés et je suis ici très ravie d'être ici. Merci. Bonjour, je m'appelle Xavier Flinois, je suis un consultant expert qui vient des essais cliniques et qui travaille avec Dedalus sur les sciences de la vie. Bonjour, je suis Catherine Barras, je suis directrice du consulting pour Dedalus et nous travaillons sur tout ce qui est plateforme pour la recherche et pour l'amélioration des soins. Donc je vous propose d'attaquer avec la première question qui va vous permettre d'introduire complètement le sujet. Donc aujourd'hui, on est conscient que la mise à disposition et l'exploitation des données médicales est l'enjeu principal de l'évolution de la recherche médicale. Comment Dedalus et pourquoi Dedalus se positionne-t-il sur ce sujet? Oui. Dedalus souhaite être un acteur majeur de l'accélération en effet de la recherche médicale. En tant que leader en Europe de système informatique de la santé et avec notre base installée mondiale, je crois qu'on est dans une position unique à aider nos établissements à rendre disponible la substance scientifique de leurs données cliniques. Avec notre solution T4C, il permet l'émergence en effet de collaboration, de bulles de collaboration de recherche autour de nouvelles thérapies de la recherche entre privé et public pour non seulement la recherche, mais aussi la pharmacovigilance et la commercialisation, par exemple. Avec notre solution également, on vise à augmenter tous les efforts qui ont été faits déjà pour créer des entrepôts de données et en faisant par l'intégration en fait, de T4C dans toutes nos plateformes de Dedalus et par l'automatisation des flux de données entre nos établissements et leurs partenaires de la recherche. Et finalement, notre but, c'est de faciliter l'accès aux patients pour les chercheurs, mais également faciliter l'accès aux programmes pour les établissements et leurs patients. Très bien, donc comme vous l'avez dit, nous sommes Dedalus, une entreprise européenne, leader européen. Donc ce qui pourrait m'intéresser, c'est de savoir quelle est votre vision, Monsieur Flinois, de ce sujet au niveau mondial, où on en est sur la maturité du sujet, sur la capacité à identifier où sont les données, comment les mettre à disposition des chercheurs. Aujourd'hui, le grand sujet dans ce qui nous intéresse, c'est la collaboration entre le monde de la recherche et celui des hôpitaux pour permettre d'abord aux patients qui sont dans les hôpitaux avoir accès à des thérapies nouvelles quand les solutions disponibles sont soit inexistantes, soit non satisfaisantes. Et côté recherche, donc avoir accès aux sites, ce qu'on appelle les sites, et les patients, sachant que c'est ça le vrai problème. Chercher les patients est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin, et parfois il faut le faire sur de très nombreux sites en parallèle. Et donc, collaboration qui permet d'améliorer ce sujet-là est important. L'autre question est d'avoir accès à des statistiques, donc pas les patients eux-mêmes, mais des statistiques sur ce qui se passe dans les différents sites, qui permet donc au monde de la recherche de faire les analyses économiques de leurs projets et même de préparer, de simuler les projets eux-mêmes, qu'ils ne peuvent pas faire aujourd'hui juste avec les données qu'ils reçoivent par exemple des mutuelles ou les données qui sont disponibles de manière publique. Donc, mais le vrai sujet central est quand même l'identification et la mise en collaboration avec les sites et les patients. Très bien, donc ce que je comprends, on a des gisements de données qui sont plutôt chez les producteurs de soins, qu'il faut mettre en propreté, collationner et mettre dans un même entrepôt. D'un point de vue concret, alors Anne-Marie, comment vous pouvez nous illustrer les propos? Oui, alors d'abord, je voulais dire, comme vous savez très bien, le grand problème que nous, on a dans la recherche clinique maintenant, c'est de trouver les patients. C'est bien sûr parce qu'il y a des règlements qui sont différents dans tous les pays.
Alors, pour être plus spécifique, ce qu'on fait souvent dans le standard maintenant, c'est de regarder la prévalence dans les pays, c'est d'avoir une estimation où sont les patients et à la fin, avec de créer un essai clinique sur une base d'estimation, bien sûr, on va avoir des problèmes et on voit de plus en plus qu'il y a les problèmes avec le recrutement des patients. On a les problèmes à la fin qui retournent, ça coûte plus cher, ça dure plus longtemps, que se retourne l'argent, les prix dans la recherche et dans la santé. Alors, avoir une plateforme multinationale où je peux regarder avec, dans presque temps réel, c'est le speed qui compte pour nous aussi, pour voir directement où ils sont. Comme ça, on change le jeu de la faisabilité pour la recherche, en fait. Ils vont être beaucoup plus, avec beaucoup plus de succès. C'est pour ça que nous, chez Obvio Health, on est très intéressés dans l'innovation de technologie. On est très, très content de travailler ensemble avec Dedalus pour changer le jeu, comment faire la recherche clinique, en fait. Très bien. Monsieur Filmois, vous avez aussi un regard sur cette dimension concrète? Oui, ben, je pense qu'en fait, l'une des raisons pour lesquelles Dédalus a raison de s'occuper du problème, c'est qu'il y a un mouvement très net d'une interaction entre la recherche et les hôpitaux qui étaient uniquement papier et qui est en train d'être digitalisé très vite. Et en fait, cette migration permet d'automatiser la disponibilité des données et d'accélérer de manière énorme la mise en action des patients et des études. Et cette rapidité et cette automatisation permet quelque chose qui est très important pour la recherche, qui est une meilleure conformité, puisque toutes les choses sont faites automatiquement et ne sont pas faites manuellement avec le papier. Et ceci est vrai pour le recrutement des patients, mais aussi durant le déroulement des études. Et en fait, cette digitalisation fait bouger les études à l'intérieur des hôpitaux, ce qui est assez nouveau. Avant, il y avait une espèce de mur papier entre les hôpitaux et la partie extérieure de la recherche. Donc c'est ça le vrai changement et l'intérêt en fait de discuter de ces sujets. Très bien. Donc, une fois qu'on a ces données médicales et on les a mis donc dans un autre pot, évidemment, on peut s'en servir pour la recherche, mais on peut aussi s'en servir pour la prise en charge et pour les protocoles de soins. Donc, Catherine Barras, pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette dimension? Oui, tout à fait. Donc, peut-être juste quelques mots au niveau des prérequis qui sont nécessaires en termes de capacité pour déployer cette solution. La solution donc T4C de Dedalus s'appuie sur notre plateforme DC4H, Digital Connect for Health, qui est donc une plateforme numérique qui permet donc d'ingérer les données et de les standardiser. C'est une stratégie forte pour Dedalus de pouvoir mettre cette plateforme à disposition, on va dire de façon packagée et à côté de l'ensemble de nos solutions, de nos systèmes de dossiers patients, entre autres, mais également l'ensemble de notre gamme de produits. Donc ça, c'est vraiment un thème très, très fort. L'objectif, c'est que les établissements de santé, si on regarde de leur point de vue, parce qu'on a bien compris les bénéfices pour le monde des life science, c'est qu'ils puissent aussi non seulement avoir ces interactions et donc avoir plus de facilité de collaborer avec les life science, mais aussi eux-mêmes qui font beaucoup d'études pour leur propre compte, sans sponsor, qu'ils aient donc accès à un réseau de recherche et une collaboration intra-hospitalière. D'autre part, la plateforme s'appuie sur donc ce socle DC4H qui a un certain nombre de composants qui sont donc des enablers, on va dire, techniques. Ça commence par évidemment tout ce qui est intégration de données, ça passe par du NLP pour transférer les données non structurées en structurées, ça passe par la transformation dans un format de données standard, FHIR, ça passe par des alignements de terminologie. C'est très important évidemment à travers les hôpitaux qu'on ait les choses qui aient le même vocabulaire terminologique. Ensuite, rajouter de l'IA, on a du mapping sur des formats de recherche type OMOP, de la visualisation, etc. Donc, c'est une suite qui est très riche. Il y a beaucoup de capacités. Ce qui est important, et j'en parlerai peut-être ultérieurement, c'est de voir que ça ouvre la porte non seulement donc à tous ces cas de collaboration sciences de la vie, mais aussi à des usages complémentaires pour l'hôpital sur lesquels il peut construire et ensuite rajouter des briques et des capacités. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que la plateforme est scalable, c'est-à-dire que ça permet à n'importe quel établissement, quelle que soit sa taille,
du moment qu'il a une spécialité ou une activité médicale, de rentrer dans le dispositif. C'est-à-dire qu'il peut bénéficier des données des partenaires, des autres, et pour les gros, d'avoir potentiellement de l'information très très précise sur une spécialité donnée. Et c'est quand même un avantage relativement important. Donc ça me permet de rebondir. Quels sont les avantages et les inconvénients en fait de cette plateforme par rapport aux enjeux? Vous pouvez me dire quelques mots? Oui, bien sûr. Donc, je pense un point très fort et très important pour la recherche comme pour les autres cas d'usage, c'est vraiment cette automatisation de l'extraction et de la préparation de la donnée, de la standardisation. C'est un très gros travail. Il y a une partie anonymisation, il y a une partie vérification de la qualité de la donnée. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps aux équipes de data management, de data scientists. Donc ça, c'est vraiment du temps gagné pour aller chercher ces données et les préparer. Après, il y a évidemment, hormis les bénéfices dont on a déjà parlé sur permettre beaucoup plus d'accès à de la recherche des essais cliniques, c'est également donc des bénéfices pour le soin. Je vais citer 2-3 exemples de conversations que j'ai très récemment avec des clients. Par exemple, des médecins qui me disent en psychiatrie et santé mentale, moi, je voudrais avoir accès à mes cohortes détaillées pour voir, j'ai une suspicion qu'il y a une corrélation entre un manque de vitamine B12 et de l'automutilation chez mes patients. J'aimerais pouvoir explorer ça. Ou alors, j'ai des patients que je traite avec une thérapie EMDR, qui sont atteints de stress post-traumatique. Je voudrais voir comment ils évoluent dans le temps. Je voudrais les comparer. Je voudrais voir quels sont les facteurs qui influencent l'amélioration. Donc ça, c'est des exemples pour des médecins qu'on peut faire également donc à partir de la même fondation. Autre exemple, score de risque avant chirurgie, calcul avec de l'IA, réinjection après dans un dossier patient. Ça, c'est des briques complémentaires, mais c'est des choses dans le temps qui peuvent évoluer. Puis évidemment, une fois qu'on a toutes ces données qui sont standardisées, on peut le faire au niveau d'un hôpital, on peut l'étendre au niveau de plusieurs et d'un territoire. Et là, on rentre dans des problématiques qui sont permises comme responsabilité populationnelle, création de cohortes, segmentation, calcul de facteurs de risque, etc. Très bien. Donc on en vient au prérequis, hein, le sujet qu'il faut évoquer, parce que dès qu'on parle de données de santé, il faut absolument parler de son cadre d'éthique et de sécurité, de anonymisation de la donnée, capacité à la garder de façon sécurisée et faire en sorte que le niveau d'éthique soit toujours le niveau d'exigence le plus important. Juste avant l'atelier, vous me parliez d'une notion de bouclier, Xavier. Ça me paraissait très intéressant. Est-ce que vous pouvez me développer un petit peu ce que c'est ce concept de bouclier pour le patient? Oui, oui, bien sûr. Donc en fait, à partir du moment où l'environnement est digital, donc il y a un avantage absolument décisif pour les solutions natives, parce que les gens qui font de la recherche de l'extérieur verront en fait beaucoup de sites apparaître de manière cohérente. Mais tout le monde a besoin de faire attention, de ne pas faire n'importe quoi avec les données. Et donc en fait, il y a 3 catégories de gens à protéger, et chacun avec des choses bien particulières. Donc la première chose à protéger, c'est l'hôpital lui-même. Donc là, les solutions dans cette partie de bouclier doivent avoir tout ce qui est sécurité du réseau, sécurité des informations. Donc ça, c'est pour l'hôpital. Après, il faut protéger les patients. Donc les patients, il ne faut pas faire n'importe quoi avec leurs données. Il y a des règles. Il y a des règles qui permettent de protéger l'intimité, de protéger les données personnelles. Ça marche très bien en France avec la CNIL et puis les règles générales de GDPR. Et en fait, si on fait la somme de ça, c'est des sujets d'informatique que l'on peut traiter. Mais en fait, ça ne suffit pas. Et quand on rentre dans la recherche, les labos en particulier doivent aussi se protéger par tous les problèmes de conformité. Et en fait, c'est le grand sujet. Ils ont beaucoup plus peur de quoi que ce soit d'autre que les agences de médicaments qui viennent faire des audits et qui arrêtent complètement l'étude ou le programme parce qu'il y a une erreur dans le lien informatique de conformité. Et il y a la conformité sur les règles des agences de médicaments, qui dans certains pays ont force de police, donc il faut faire un peu attention, mais aussi des règles qui viennent des comités d'éthique, qui sont particulières aux études qui sont déclenchées. Donc il y a ces 4 points de sécurité réseau, sécurité des informations, les problèmes d'intimité et les problèmes de conformité. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ces 4 sujets-là, on arrive en fait peu ou prou à les régler. Et le gros nouveau sujet est le sujet d'usage. C'est-à-dire que même si on a un système
qui est parfaitement conforme à toutes les règles que je viens de décrire. Quand on va d'un pays, du nord de l'Allemagne au sud de la France, de l'est de l'Espagne à l'ouest de l'Angleterre, les usages, même si les règles sont très similaires, sont différents. Et donc, quand on est des DALUS et qu'on voit tous ces gens-là avec qui on travaille tous les jours, on est capable de proposer un bouclier qui marche en fait dans toutes les situations. Et donc, quand les labos veulent faire des études, ils passent à travers ce bouclier et ils vont pouvoir être conformes et être confortables pour s'engager. Et vu de l'hôpital et les patients se disent que ça va marcher aussi. Donc cette notion de bouclier est absolument clé si on veut pouvoir faire marcher des études digitales. Et c'est un sujet assez compliqué. Très bien. Vous avez su en tout cas le rendre assez accessible. En tout cas, j'ai réussi à comprendre ce que vous vouliez dire. Peut-être une première conclusion avant de prendre les questions de la salle. Peut-être, Conrad, une première conclusion à cette étape? Oui, merci Frédéric. Alors, en conclusion, pour moi, je crois que c'est clair que le monde de recherche clinique, il évolue à une grande vitesse à l'heure actuelle. Et ça veut dire qu'il faut anticiper. Il faut améliorer non seulement la disponibilité, mais il faut aussi optimiser en fait tout le potentiel scientifique de nouveau qui sont dans les données. Je crois que c'est un des plus grands enjeux de la recherche aujourd'hui. Les plateformes de santé communicantes, avoir des plateformes qui sont sécurisées, comme on parlait Xavier, mais aussi évolutif. Tout ça, ce sera indispensable pour ceux qui font la pratique, alors les professionnels de santé à chaque jour, aussi pour le suivi de leurs patients, mais plus largement pour tout ce qui est les informations qui sont utiles à la recherche médicale. Et pour moi, je suis convaincu que d'importantes avancées médicales sont attendues justement grâce à l'exploitation de toutes ces données médicales dans une pratique, bien sûr, qui sera éthique et qui sera proprement réglementée. Merci. Peut-être les questions, si il y a déjà des questions de l'auditoire. Ah, c'est une question liée aux patients. Est-ce que les patients ont le choix? Alors peut-être Conrad, je pense que Oui. tu peux répondre à cette question. Oui, tout à fait, c'est une bonne question. Et bien sûr, les patients, ils ont un choix. Tout le concept du bouclier, non seulement il traite des sujets comme la sécurité, la conformité, il y a toute une série de consentements en fait qui sont triggerés par le bouclier. Alors ça veut dire que dans le cas où un investigateur veut travailler avec un des établissements, il y a déjà un premier niveau de consentement qui est déclenché. Une fois que des patients ils sont identifiés dans le cadre d'un projet de recherche, de nouveau, ça déclenche un niveau de consentement. Alors, bien sûr, on veut, comme le disait M. Finois, on veut protéger les différents acteurs dans la recherche, y compris les patients. La deuxième question, elle est d'un pragmatisme évident, c'est que les établissements ne nous ont pas attendus, les chercheurs, les professionnels ont déjà des bases de données sur lesquelles ils travaillent, ils font de la recherche aujourd'hui. Donc la question, c'est si un établissement de santé qui a déjà un entrepôt de données, comment peut-on plugger, apporter de la valeur supplémentaire avec la proposition de valeur d'Edalus? Oui, de nouveau une très bonne question. Comme j'avais dit dans l'introduction, notre but, c'est vraiment d'augmenter la valeur des entrepôts de données qui sont déjà ou bien déjà là ou bien en mode de construction. Alors, avec notre solution, dans un premier temps, on veut surtout se focuser sur la plateforme qui facilite tout l'aspect de extraction de données, modélisation de données, nettoyage de données, les aspects de qualité. Et ça peut servir au dépôt de données qui sont déjà en place. Mais en plus, on veut augmenter en fait l'échelle sur laquelle les rechercheurs externes
peuvent travailler et surtout interroger ce genre de dépôt de données. Très bien. Peut-être Catherine, un petit complément sur la notion de plateforme et de Oui. complémentarité avec l'existant? Oui, tout à fait. Donc, bon, effectivement, hein, les entrepôts de données de santé, ils sont quand même essentiellement à niveau régional. Là, c'est une ouverture au niveau international, donc ça, c'est important. Et puis, deuxièmement, c'est vrai que, en fait, ce qu'on voit, c'est que nos nombreux établissements qui sont dans ce genre de projet d'entrepôt de données de santé, ils ont également une stratégie d'avoir un entrepôt FHIR, parce que FHIR, c'est le standard qui émerge recommandé par l'ensemble des initiatives numériques en France. C'est un standard qui va être important pour des entrepôts intermédiaires, mais également pour tous des usages cliniques, pour tous des usages sur le soin. Et donc, c'est quelque chose qui est complètement au cœur donc, de cette solution. Donc, ça permet d'apporter cette complémentarité à des entrepôts qui sont souvent dans des formats, soit MOP, soit I2B2, soit etc. Ben, je propose peut-être, Conrad, de faire une dernière phrase de conclusion avant de vous remercier. Si on devait synthétiser en 4 mots ce qu'on doit retenir de cet atelier. Alors, comme dit, pour moi, c'est tout sur comment on peut améliorer la disponibilité et le potentiel scientifique des données qui sont déjà là, les données de la vraie vie. C'est pour ça qu'on a développé T4C. Merci, Frédéric. Tout ça avec toute l'éthique et la réglementation qui va bien. Tout à fait, tout à fait. Merci. Très bien. Ben, merci à tous et bonne journée. Merci.